preview. Bonjour et bienvenue dans le grand journal. Au sommaire, difficultés dans les hôpitaux au Sénégal avec le manque de professionnalisme de certains sages-femmes. À l'occasion de cette journée mondiale, les citoyens sénégalais se prononcent sur cette question. Revalorisation des salaires dans la fonction publique est entrée en vigueur avec un effort budgétaire estimé à 120 milliards de francs CFA. Et puis nous parlerons sur l'utilisation des réseaux sociaux. Pourquoi beaucoup de citoyens sénégalais ignorent son utilité tout en abordant des questions sensibles. La page internationale, l'actualité sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Les hôpitaux sénégalais sont souvent rencontrés à de nombreuses difficultés. Le manque de matériel, le manque de formation, toutes ces questions ont des conséquences dans le travail des sages-femmes. Et pourtant, ces dernières jouent un rôle très important à l'assistance des patients. C'est pourquoi, à l'occasion de la journée mondiale des sages-femmes, notre reporter est allé rencontrer les Sénégalais qui donnent leur point de vue sur comment ils voient le travail des sages-femmes. Reportage. Le travail des sages-femmes dans les hôpitaux sont très importants. C'est pourquoi elles ne doivent pas être négligées. Mais le constat, c'est qu'il y a souvent beaucoup de problèmes pour mener à bien leurs activités. Mais aussi, elles commettent des erreurs fatales irréparables, souvent, comme le cas dernier sur la mort de Astou Sorne. Face à cette situation, cette étudiante nous décrypte de vrais problèmes dans les hôpitaux. En général, au Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement. Et c'est cause de négligence surtout et de manque de responsabilité de la part de nos autorités et puis de ceux qui sont en charge même de la santé. Parce que la formation c'est à la base à l'université, certes, mais la pratique c'est à l'université, dans les hôpitaux. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que la formation ne se limite pas uniquement à l'université. Il y a des écoles de formation qui forment des sages-femmes qui ont certes le niveau peut-être, d'autres qui n'ont pas le niveau. Sage-femme, c'est un poste très sensible. On fait naître des vies, ce qui est très important. Au départ, c'est les mamans à la maison qui le faisaient, mais actuellement, on a déversé ça au niveau des hôpitaux. Ça nécessite quand même beaucoup de responsabilité, ça nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup de tenue dans ce métier-là. De son côté, un autre monsieur, il parle de milieu pourri et nous dit les raisons. Le milieu maintenant est un peu pourri, quoi, parce que moi, qui vous parle, mon papa faisait partie des blouses blanches. Il faisait partie des premiers majors du Sénégal, mais eux, leur temps, s'ils soignent, même si le patient n'a pas d'argent, ils prennent leur argent pour l'acheter des médicaments pour les soigner. Mais maintenant, ça manque dans l'hôpital sénégalais. Maintenant, tu viens, non seulement tu es stressé, et te donne aussi beaucoup de stress. L'accueil n'est pas... Sincèrement, l'accueil est mauvais dans les hôpitaux sénégalais, quoi. Bon, peut-être il y a des sages-femmes aussi compréhensibles qui peuvent donner du moral aux patients, mais bon. Le secteur de la santé, pour éviter certaines erreurs, il va falloir que les autorités prennent leurs responsabilités à mettre fin à tout ce qui ne va pas, déclare ce père de famille. Il faut que le gouvernement bi jàpp ci bu baax parce que sunu famille franchement les femmes moom ñëpp xam nañ ñooy sunu yaay mais ni famille di doxalee si hôpital franchement am na problème. Être sage-femme demande beaucoup de rigueur et de savoir-faire, mais certaines ne le savent pas. C'est pourquoi des populations les interpellent à revoir certains comportements qui ne riment pas avec sage-femme. La revalorisation des salaires dans la fonction publique est entrée en vigueur avec un effort budgétaire estimé à 120 milliards de francs CFA. Dans cette augmentation de salaire, les points de vue sont partagés. Si certains pensent qu'elle vient à son heure pour les fonctionnaires, d'autres voient que ça aurait été mieux de régler le problème des chômages, le problème autant pour moi du chômage des jeunes. Voici ce que les Sénégalais ont dit dans ce micro-trottoir. Bon, moi je pense que c'est une décision très
maladroit de la part du président. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi. Presque plus de 50%, je crois, qui sont sans emploi. Et pour ce faire, si on augmente et si de ce fait, beaucoup de jeunes ne parviennent pas à trouver un emploi, ça va être un peu difficile. Hein, parce que ça peut créer des tensions, des frustrations et bon, autre chose du genre. Pour moi, c'est important de vraiment de voir d'autres corps revaloriser les salaires et de vraiment voir d'autres corps de métier qu'on pourrait ajouter à ça. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il a fait. Il a revalorisé les salaires. Maintenant, pour les jeunes qui seront recrutés au niveau de la fonction publique, eux, ils auront de la chance parce qu'ils vont tomber sur un système qui fera mieux que ce que leurs parents ont eu. Et je pense que c'est une très bonne évolution et c'est un grand bond vers l'avant. Parce que pour moi, revoir les salaires des fonctionnaires, c'est primordial. Parce que tout ce que vous voyez au niveau du Sénégal, dans tous les corps de métier, il y a des fonctionnaires. Donc c'est des gens qui travaillent dur, c'est des gens qui participent à de grands projets. Et certes, c'est des projets qui coûtent des milliards et ils n'ont un franc, même pas un franc de ces milliards-là. Et pourtant, ils respectent leurs fonctions, ils se lèvent tous les matins, ils vont travailler et ils respectent les heures de travail. Et je pense que c'est une très bonne chose de revoir ces salaires-là parce que le niveau de vie a augmenté. Les besoins ont augmenté. Donc si dans d'autres corps de métier, il y a une augmentation de salaire, c'est primordial pour moi que les fonctionnaires aient une augmentation de salaire. De revaloriser les salaires. On pourrait par exemple prendre cet argent et créer des emplois. Il y a plusieurs étudiants qui sont là et qui ont leur master et tout. Et ils peuvent à trouver du travail. Créer d'autres emplois. Quoi. Parce que si on augmente et si il n'y a pas à côté d'autres étudiants qui n'ont pas de travail, ça va être un peu compliqué à gérer, je pense. Là, on revalorise le salaire, ils ont déjà un salaire. Alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de travail. On pourrait prendre cet argent et leur trouver du travail. On pourrait investir dans plusieurs secteurs, dans l'agriculture, la pêche et tout. La révocation est une procédure judiciaire qui ne dépend pas du président de la République, mais celle de l'Assemblée nationale. C'est l'avis de l'analyste politique Mamadou Sy Albert. Écoutons ses explications. Disons que le président de la République, il est formellement chef de l'État et la révocation ne peut pas être faite par le président de la République en tant que chef de l'État. La révocation, c'est une procédure judiciaire qui peut se passer dans des conditions. C'est le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif qui donne une décision de révocabilité. Et ce pouvoir-là, il ne dépend pas formellement du président de la République. Donc, en aucune façon, le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, ne peut destituer un maire. D'autant que le maire actuel, il est élu à un suffrage universel. C'est les populations qui l'ont élu dans le cas de Barthélémy Diaz. Maintenant, la procédure, on a une administration, il y a un pouvoir local. Le maire, il travaille de concert avec l'autorité administrative, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. Ça, c'est des partenaires du maire. Donc, ces autorités administratives peuvent saisir le ministère de tutelle, le ministre de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, s'il est saisi d'une situation irrégulière, il y a des procédures que le ministre de l'Intérieur saisit le ministre de la Justice. Il y a une procédure judiciaire donc qui est déclenchée, qui peut aboutir à la révocation. Merci beaucoup Mamadou Sy Albert pour ces explications. L'utilisation des réseaux sociaux de nos jours est un véritable problème. Même le président de la République a déploré cela lors de son discours à la Korité. Pourquoi cette nouvelle tendance? Le sociologue Dr Pascal Oudiane nous décrypte ces situations en parlant de crise des valeurs. Nous l'écoutons. Effectivement, il y a
un problème, disons une crise des valeurs, des dérapages au niveau des réseaux sociaux qui relèvent simplement d'un dysfonctionnement de notre système social. Un système social qui doit intégrer les aspects liés à la technologie. Comment on intègre la technologie dans la vie quotidienne des populations. Et pour cela, simplement, il faut penser du point de vue de l'utilité. Donc, l'utilité, en fait, des technologies pour servir un petit peu, en fait, les attentes, aller vers les attentes des populations. On va même critiquer la science après. C'est-à-dire que les résultats scientifiques maintenant n'arrivent plus à satisfaire en fait les populations, les attentes. Voilà, voyez-vous. Donc les institutions sont critiquées, la religion est critiquée, la science elle est critiquée, et aussi c'est une tendance sociale. Donc que doivent connaître toutes les sociétés dans leur évolution. Alors nous, on a enclenché cette tendance-là, mais on ne s'est pas émancipé de la pauvreté. Voyez-vous, donc il y a une confusion qui est en train de se faire et ça crée beaucoup de problèmes. Donc, ceux qui mettent ces médias en ligne-là, qui ont un certain niveau, qui disent que d'accord, on doit critiquer les institutions pour pouvoir défendre en fait les populations qui sont en bas, donc a été une ouverture par rapport à ça. Donc, on critique ouvertement le président de la République, on vote plus pour des partis politiques, etc. Aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu des indices sur en fait le rejet de la religion avec les confréries. On s'attaque aux confréries et encore, on n'a encore rien vu. Ça, on va encore approfondir en fait cet aspect-là pour pouvoir torpiller. Voyez-vous. Donc, le Sénégal est encore à ce niveau-là. Mais malheureusement, on n'a pas créé ce décollage-là qui nous permet au moins de donner aux Sénégalais en fait le minimum de vie. Ailleurs, ils ont déjà un minimum. Donc, c'est pas très austère. Mais ici en Afrique, forcément, la technologie va aller en fait à la rescousse en fait des populations qui sont vraiment enlisées dans cette pauvreté. Suite à la situation difficile à l'APS, Maison de la Presse, Bamba Kassé reçoit le soutien des journalistes et des citoyens. 3 ans sans salaire à l'APS, le directeur de l'agence de presse sort de ses couloirs pour dénoncer sa situation qu'il qualifie d'une injustice. Écoutons le récit de Priscilla Menden. Amadou Bamba Kassé reçoit depuis hier le soutien de journalistes et des citoyens suite à sa situation exécrable à l'APS, son lieu de travail. Le directeur général de l'agence de presse sénégalaise, lui, a en effet coupé son salaire depuis 3 ans et interdit de travail. Depuis lors, le journaliste est resté quoi? Tout simplement se contentant de son statut de secrétaire général du syndicat national des professionnels de l'information et de la communication. Cette sympathie notée depuis mardi soir 3 mai envers le défenseur des hommes de médias est le résultat de son discours accrocheur et captivant à la salle des banquets du Palais de la République à l'occasion de la remise des cahiers de doléances au chef de l'État. Coïncidence ou ironie du sort, le dépôt des cahiers de doléances coïncide avec la journée de la liberté de la presse. Occasion bien saisie pour Bamba de plaider pour les reporters mais aussi de présenter sa situation difficile au président de la République qui, après avoir été séduit par le contenu et la richesse du discours, l'a appelé pour échanger avec lui avant de lui demander de lui laisser son discours. Il enregistre ainsi depuis hier un soutien multiforme de toute la corporation. Son retour à la maison de l'APS est réclamé par ses pairs, ce qui n'a pas laissé le président insensible à son sort. Merci beaucoup Priscilla Menden pour ce récit. La faculté des sciences économiques et de gestion décide de rendre hommage au professeur Moustapha Kassé à travers une fête internationale prévue le 17 et 18 mai 2022. Ce moment scientifique aura pour thème croissance et transformation structurelle en Afrique, état des lieux et implications politiques, récit d'Alatiam. Le professeur Moustapha Kassé, économiste de renom, aurait bien droit à des honneurs de son vivant. La faculté des sciences économiques et de gestion a décidé de lui rendre hommage à travers un colloque international prévu les 17 et 18 mai 2022. Ce moment scientifique aura pour thème croissance et transformation structurelle en Afrique, état des lieux et implications politiques. Moustapha Kassé, doyen honoraire et premier à ce poste à la FASEC, est considéré comme
une fierté pour l'institution universitaire, mais aussi celle de l'université africaine. Avec près de 50 ans d'une carrière remplie et très fructueuse, le professeur Moustapha Kassé, l'un des premiers agrégés des sciences économiques du CAMES, mérite bien que les générations d'économistes africains qu'il a encadrés et formés lui rendent un vibrant hommage sous forme de mélange en son honneur. Décline la FASEC dans une note. Professeur titulaire, Moustapha Kassé a dirigé beaucoup d'instituts, président de la conférence des instituts d'enseignement et de recherche en Afrique. Il a été aussi membre fondateur puis président du conseil d'administration du programme de 3e cycle interuniversitaire. Économiste influent, il a été plusieurs fois président du jury du concours d'agrégation des sciences économiques, président coordonnateur des jurys du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de CAMES. Parti en retraite en 2005, l'enseignant-chercheur reste toujours actif au Sénégal et en Afrique. C'est ainsi il est aujourd'hui encore membre de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, de l'Académie Hassan II du Maroc ou l'association Chine-Afrique. Sur le plan scientifique, professeur Kassé est très prolixe et ses publications touchent beaucoup de thèmes liés à l'économie. La mobilisation des ressources domestiques liées subtiles entre la croissance et le développement, les relations entre l'État et le développement, les relations entre l'État et le paysanat et les banques, la politique de change et la question spécifique du CFA sont autant de sujets abordés par Kassé sans que la liste ne soit exhaustive. Convoqué à la Cour suprême, Souleymane Teliko fait faux bond à Madiambal Diagne. La Chambre de commerce de la Cour suprême chargée de statuer sur les mérites de l'appel interjeté par le procureur général près de la Cour suprême dans l'affaire opposant Madiambal Diagne et Souleymane Teliko rendra son délibéré le 18 mai prochain. Les deux parties étaient convoquées hier, mais Souleymane Teliko n'a pas comparu. Il s'est fait représenter par ses avocats. Depuis le 24 avril dernier, la découverte du corps sans vie de Anta Ndiaye, une petite fille de 8 ans, dans un bâtiment inachevé à Bargny, continue de défrayer la chronique. En effet, la fillette serait la victime de deux présumés coupables, M. Badi Mam, un adolescent autant pour moi âgé de 17 ans, et de Tchoromboup, une fille âgée exactement de 13 ans et de 8 ans, contrairement à certaines allégations parues dans la presse. Après le démantèlement des bases rebelles, la bataille du déminage, 118 localités de la Casamance sont concernées, alors que les opérations de sécurisation sont presque terminées avec le démantèlement de toutes les bases rebelles, le déminage. L'autre plus grande bataille à gagner en Casamance, selon le Centre national d'action anti-mine au Sénégal, plus de 1,3 million de mètres carrés ont été déminés en Casamance sur un objectif de 3,6 millions de mètres carrés. Il faut aller vite pour finir le travail et limiter les victimes. À présent, l'actualité internationale que nous démarrons en Afrique. Une importante délégation malienne a achevé mercredi 4 mai une visite de travail de 2 jours à Lomé, conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. La délégation a demandé au Togo de jouer les médiateurs entre Bamako et la CEDEAO d'une part, ainsi qu'avec la communauté internationale. Au 71e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce jeudi 5 mai, Kiev a déclaré que les combats continuaient dans l'usine d'Azovstal, alors que la Russie affirme respecter le cessez-le-feu qu'elle a annoncé hier et qui devrait débuter aujourd'hui à 5h00. Volodymyr Zelensky lance une campagne de fonds mondial pour aider l'Ukraine.
Et enfin, en France, 30 ans après le drame de Firiam, les survivants n'ont rien oublié aux dégâts énormes. Le 5 mai 1992, la turbine nord du stade Armand Césari à Firiam en Corse s'effondrait 10 minutes avant le début d'un match de football opposant la SC Bastia à l'Olympique de Marseille. Le drame fit 18 morts et 2357 blessés. Le temps passe, mais l'événement est marqué dans la mémoire des survivants. Maintenant, place à la page sportive. On va parler de Ligue des Champions. Tout le monde se lève pour les héros. Rodrigo, auteur d'un doublé hier soir, le jeune Brésilien redonne espoir au Real de Madrid à la 90e et 91e minute. 2 buts à l'espace de 2 minutes. Le Real passe aux prolongations et élimine Manchester City par le but de Karim Benzema sur un penalty à la première période de prolongation. C'est ainsi marqué la fin de ce grand journal sur la Time for Africa. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, sur la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique. C'est la Time for Africa.